Hello la famille, bienvenue sur le Twitch. Tu vois comment je fais ma Sarah? Ça va pas quand je fais ma Sarah? Hello, bonjour à tous, bienvenue à tous. Aujourd'hui c'est moi qui fais l'intro parce que Sarah n'est pas avec nous. Sarah n'est pas avec nous, on est triste. Elle nous manque énormément. Ben, y a mon retour ici, c'est trop bien. La même chose que Sarah. C'est bien, tu t'es imprégné du personnage. Je m'adapte. Et vu que Sarah n'est pas là, on a une autre invitée aujourd'hui. C'est pas vraiment une invitée, elle a fait partie de la team Molengeek. Elle en fait toujours un peu partie. Vas-y, dis-moi que je suis une invitée. J'aimerais bien quand même que tu m'invites officiellement. Tu vois. Ça, invite-moi officiellement. Donc on a une invitée, Leïla. Bienvenue Leïla. Merci, je suis ravie de vous rencontrer, je suis ravie d'être ici parmi vous. Donc voilà, Leïla, pour faire tu peux un peu te présenter. Alors je peux me présenter, ouais, donc voilà, moi c'est Leïla Maïdan. J'ai effectivement travaillé à Molengeek jusqu'à l'année passée, en 2020, où je me suis occupée effectivement de tout ce qui était opération. Donc toute l'équipe, si vous me regardez, salut. Actuellement, j'ai lancé ma start-up. Donc j'ai ma startup Big Retor qui s'occupe de rendre les pratiques de gestion de ressources humaines plus inclusives grâce à la technologie. Et j'ai aussi une ASBL qui s'appelle Femmes Fières où on rend accessible l'entrepreneuriat aux femmes. Voilà, ça c'est un peu mes activités, ce que je fais. Top. Et si vous allez acheter Femme d'aujourd'hui, Leïla est dedans aujourd'hui. Elle est en mode... C'est mon jour, aujourd'hui c'est mon jour. Elle parle de ses projets et tout, c'est super intéressant. Et aussi, donc voilà, elle lance plein de trucs, donc c'est vraiment top qu'elle soit là. Et ce soir, alors, on va parler d'actualité, on va parler de plein de trucs qui nous donnent envie de comprendre. On va parler, on peut faire les sujets, non, on va pas présenter les titres, ça va être des surprises. Ça va être exactement, ça va faire ça en surprise. Exactement. Et donc voilà, on va parler de plein de sujets, on va essayer d'un peu les décortiquer pour essayer de les rendre plus accessibles et pour essayer que tout le monde puisse les comprendre. Moi-même, je comprends pas tout, donc ça commence bien. J'aimerais bien avoir un petit retour de votre côté. Dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous préciser des trucs si on s'est gouré. Donc voilà, on est en mode chill, on est entre nous et donc n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos commentaires, vos remarques ou vos questions. On est là pour y répondre. En tout cas, il y a Pat Le Guen et un autre Pat Le Guen derrière qui sont là pour vous répondre et personne comprend cette vanne sauf les 80. Les 80. Voilà. Les 80 ils sont sur Twitch. Les 80 sont sur Twitch, manifestez-vous les 80. Manifestez-vous les 80 s'il vous plaît, au paquet de sens. Les 80, manifestez-vous. C'est important. Là, on se fait hacker les 80, manifestez-vous s'il vous plaît. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous parler de plein de trucs aussi qu'on allait faire à Molengeek ou à Charlewood. On est en train de travailler sur des projets comme un summit qu'on va mettre en place bientôt, donc un summit online, donc c'est un sommet online. On va parler d'éducation, on va parler de digital, on va parler de plein de trucs et donc voilà, ça va être en place. On est en train de préparer ça avec Sarah Lou, même si elle n'est pas là aujourd'hui, elle taffe quand même et donc on va faire en sorte de vous préparer un chouette sommet avec des débats, avec des chouettes invités, avec des chouettes speakers pour faire en sorte que vous appreniez plus sur l'éducation et le digital. C'est pas mal, hein? C'est quand? Mois de mai, c'est le lundi 17, 18 et 19 mai, si je dis pas de bêtises. C'est pas tous les lundis, c'est lundi, mardi et mercredi. Mais bon, donc voilà, je te propose qu'on lance le premier sujet. Ouais, allons-y. Ok, top. On va parler un peu de la vaccination ici en Belgique. Chaud, hein? C'est sensible, Chaud, attention. hein? Écoute, nous déjà on n'est pas dans les prioritaires. Déjà on va se calmer. Hein? Pour une fois que je peux faire le malin dans ce genre de truc, tu vois. Genre voilà, je suis trop jeune pour être prioritaire. Je suis trop jeune. Attention. Donc voilà, tu vois. Donc déjà on n'est pas prioritaire. Et puis, on va parler de la vaccination, mais on va surtout parler du côté entrepreneurial, start-up, tech de cette vaccination. C'est parce qu'on a eu la bonne idée au début, en tout cas l'idée originale au début, de vouloir convoquer les citoyens belges, prioritaires ou pas, enfin tout le long, via des mails. Et donc, ça a foiré total. Ça a tellement foiré qu'on repasse au courrier postal. Exactement. En Wallonie, je pense qu'il n'y a que ça d'ailleurs. En Wallonie, il n'y a que du courrier postal. Je crois qu'en toute la Belgique, il n'y a que ça. Ouais. Il y a que toute la Belgique. On a voulu d'abord les convoquer via mail. Ça n'a pas du tout fonctionné.
T'as lu certains trucs là-dessus? T'as suivi un peu l'affaire ou pas? J'ai suivi un peu l'affaire, ouais. Alors moi, il y a une question qui me taraude toujours un petit peu, c'est par rapport effectivement aux données privées, vu que c'est quand même un peu mon domaine aussi. Donc tout ce qui est RGPD, Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi RGPD? Ouais, alors RGPD, c'est une loi pour protéger les données privées. Qu'est-ce que ça veut dire? Des gens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, disons... non, le RGPD. Regulation General. Vas-y. Attends. GDPR, Global Data Privacy Regulation, ou General Private Data Privacy Regulation. You know what I voilà. Et donc voilà, donc en gros c'est une loi qui a été mise en place donc en 2017 si je dis pas de bêtises pour protéger les données privées des utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de pouvoir effectivement utiliser vos données privées, votre nom, votre adresse, votre email, il faut d'abord avoir votre consentement pour pouvoir après vous recontacter, vous retargeter pour vous envoyer des mails, etc. Okay. Donc en gros, là le souci par rapport à cette plateforme-là, c'est qu'effectivement en fait on parle quand même de données privées parce que ce sont des données de santé en fait. Donc ça va être votre donnée vraiment privée par rapport à votre situation, si vous avez des maladies ou autre chose. Et donc là actuellement c'est votre médecin qui les traite. Et là on demande à un tierce partie en fait de prendre ces données-là pour vous envoyer en fait une convocation si vous présentez une maladie qui vous fait que vous êtes prioritaire ou pas prioritaire. Et donc cette gestion de données, enfin tout ce cadre-là autour de cette utilisation est pas du tout, enfin c'est tellement flou, il n'y a pas de cadre juridique, c'est compliqué. Avant le RGPD, qu'est-ce qui se passait, c'est que nous on passait sur plein de sites, on laissait notre email, on laissait des traces de nous, de notre identité, et les gens les utilisaient comme bon leur semble et tout ça. Et depuis qu'il y a cette réglementation, on ne peut plus faire ce qu'on veut avec ces datas-là. Et donc, si par exemple, on a laissé notre email sur un site pour acheter des chaussures et c'est les chaussures qui nous intéressent, ce site-là ne peut pas utiliser notre email pour nous vendre via un autre magasin du même groupe des casseroles, par exemple. C'est ça, on est d'accord. Oui, ou même tout ce qui est publicité, par exemple. Donc, par exemple, disons que tu vas sur un site qui a de la pub, pour avoir vraiment des publicités targetées, personnalisées, ils prenaient tes données pour savoir quel article tu allais voir, quel produit tu achetais, pour après faire des publicités beaucoup plus ciblées et donc t'inciter à acheter parce que ça correspondait à ce qui pourrait t'intéresser, en fait. Exactement. Et tout ça sans ton consentement. Et maintenant, tout ça sans ton consentement. Maintenant, c'est pas possible. Maintenant, c'est plus possible en Europe. Oui. On doit demander le consentement. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez sur un website, vous avez toujours acceptez-vous les cookies et tout ça. Et donc, toi, c'est plus du côté RGPD que tu te poses des questions par rapport à ça. Est-ce que les données qu'on a données à l'État peuvent être utilisées et peuvent être utilisées par une firme X ou Y pour pouvoir nous convoquer. Tout à fait. Et puis qu'est-ce qu'elles vont faire aussi? Parce qu'une fois qu'elles ont accès, par où ça transite, là effectivement on n'a pas d'informations. On n'a pas trop d'infos. On n'a pas d'infos. Je dis pas qu'ils les utilisent, mais en tout cas on n'a pas l'information. Donc effectivement, si c'est simplement pour m'envoyer une convocation parce que je suis prioritaire de mes maladies. Ok, mais effectivement, une fois que cet accord-là est donné à cette plateforme a toutes ces données-là. Qu'est-ce qu'elles en font? Est-ce que finalement, il y a un registre de traitement pour accompagner justement après la suite? Donc, ouais, alors, donc, un registre. Si, c'est important, c'est important. Mais donc, juste un registre, c'est quoi? En gros, ça veut dire que, on prend ta donnée et on en fait ça avec. On la traite de telle façon. C'est-à-dire, par exemple, pour les publicités, on a ta donnée parce qu'on veut te donner une publicité targetée pour toi, personnalisée pour toi. En gros, c'est ça, un registre. Donc, c'est vraiment de pouvoir juste lister qu'est-ce qu'on va faire de ta donnée, en fait. Et comment maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette, cette gestion? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un appel d'offres pour pouvoir envoyer les convocations. Et le soir publiait plusieurs articles sur ça. C'est qu'en fait, ils ont sélectionné via cet appel d'offres une solution informatique qui s'appelle Docker. Docler, donc c'est DOCLR. Ok, ouais. C'est une solution informatique au fait qui normalement envoie des mails. Une plateforme de réservation. C'est juste ça en fait. C'est une plateforme de réservation. C'est juste ça. Donc c'est vraiment un site où les médecins en fait utilisent, que les médecins utilisaient pour juste booker des réservations pour leurs patients en fait. Et eux, ils voulaient utiliser ça pour envoyer des convocations. Tout à fait. Donc, logique. Donc voilà, logique. Et le truc, c'est que ils ont dû adapter cette solution-là pour envoyer des convocations. Et
les personnes qui sont développeurs et qui codent ou qui font des mises à jour ou qui sont responsables d'une plateforme se rendent bien compte que faire ce genre de modifications sans faire les tests, sans qu'il y ait une période test pour pouvoir tester de manière très claire si ça fonctionne ou pas, c'est quasi impossible. Donc, et ça n'a pas fonctionné du tout. Ça ne fonctionne pas, il y a des bugs et c'est pas seulement pour ces raisons-là. Il y a des bugs parce que effectivement par rapport au vaccin aussi de Pfizer ou des autres, il y a différents temps de livraison aussi. Donc dépendamment de quand le vaccin arrive dans le centre de vaccination, il faut aussi pouvoir prévoir les réservations aussi à temps, donner des dates qui correspondent. Donc c'est pas toujours évident effectivement d'adapter à chaque fois la différente durée en fait de réception du vaccin pour pouvoir s'assurer que le vaccin ne sera pas périmé, etc. Donc ouais, tout ça à chaque fois ça demande des updates continus, des mises à jour du site et le site est pas prêt en fait à vraiment prendre ça en compte. C'est incroyable qu'on ait pu faire une boulette pareille. J'ai envie de dire, c'est quand même fou qu'on attribue un marché à... Et en plus, c'est une jeune start-up, où ils sont 3 ou 4 dedans. Ils sont pas beaucoup. C'est cool comme histoire pour eux. Ouais. Voilà, c'est cool comme histoire pour eux, mais ils ont quand même été sélectionnés pour ce projet-là. C'est un gros projet, surtout qui est dans l'urgence. Donc on est en période de crise, on est en mode pompier, comme on dit, on doit éteindre les feux, on est en pleine période de crise. Et donc ils n'ont pas pu gérer ça parce que c'était très compliqué pour eux, l'urgence, traiter l'urgence, les modifs qu'il y a à mettre en place et tout ça. Et c'est pas que, je pense, c'est vraiment pas que ils ont une petite part de responsabilité parce qu'ils ont quand même répondu à l'offre et ils ont quand même été sélectionnés et ils l'ont gagné. Mais je pense que il y a aussi, c'est un peu facile de les pointer du doigt maintenant parce qu'il y a eu des décisions, ce genre de décisions qui n'étaient pas optimales pour le citoyen belge et pour notre pays. Déjà, essayer de comprendre, est-ce que tous les citoyens belges ont un email, est-ce que les bases de données elles sont à jour, est-ce qu'elles sont correctes, est-ce qu'elles sont compatibles. Tout ça, il faut énormément de temps pour tester, pour analyser, pour décortiquer. Et donc, c'est pour ça que c'est super important de pouvoir prendre son temps quand on développe une application. Donc, je vous le dis, les gars, quand vous développez votre application, quand elle fonctionne parce que vous savez la faire fonctionner, il faut absolument que vous la mettiez dans les mains de quelqu'un qui ne la connaît pas du tout. Il va vous sortir des bugs, vous n'allez jamais comprendre. Vous n'allez pas comprendre d'où ça sort, mais je vous assure qu'il va vous sortir des bugs. Et donc voilà, ça c'était quand même le petit côté où moi je me dis, ça aurait pu être une chouette histoire pour une start-up belge, parce qu'ils sont à Louvain quand même, donc une start-up belge qui prenne en charge ce côté-là et qui puisse faire un peu, monter en puissance, parce que c'était un bel appel à projet, c'est pas mal de sous, mais en même temps, en termes de réputation au niveau de l'État et tout ça, maintenant, dommage que ça a foiré, dommage qu'on les pointe comme responsables et on espère qu'il y aura d'autres opportunités qui vont se créer bientôt pour d'autres startups. Je pense que c'est top qu'on ait pensé au digital. Je pense que c'est vraiment le futur et il faut pouvoir avoir plus d'initiatives comme ça. Il faut pouvoir effectivement faire en sorte qu'aujourd'hui le numérique puisse pouvoir être au service des citoyens. Maintenant, c'est clair que ça leur fait une petite mauvaise pub parce qu'effectivement, en fait, on n'a pas assez posé de questions par rapport aux sources de données qu'on avait. Effectivement, est-ce que les mails sont tous corrects? Personne n'a vérifié les mails des citoyens en fait, donc on sait pas si c'est faux. Correct. Ça tombe dans les spams. Il y a plein de choses qui n'ont pas été prises en compte et ça, c'est vraiment dommage parce qu'en fin de compte, on est en train de décrédibiliser en fait un petit peu l'impact que le numérique pourrait avoir dans ce genre de gestion de crise, dans cette situation de gestion de crise et finalement alors que ça pourrait tout à fait être utilisé à bon escient et là je pense qu'il y a deux manières de gérer ça vraiment. Soit on le voit comme un échec, soit on le voit comme une leçon et on essaye d'aller de l'avant et de se dire que pour les prochaines crises, il faut que tout le monde ait l'email de tout le monde. Ouais, tout à fait. Avec le consentement. Exactement. Et qu'on puisse être contacté. Exactement. Super parce que je pense qu'il faut voir quand même le positif dans tout ça, c'est qu'on apprend des choses et que peut-être ça a ouvert des yeux à des personnes bien placées par rapport à leurs responsabilités et qu'on va mettre encore plus d'outils digitaux qui peuvent nous aider et voilà. Donc il faut le voir
Je pense qu'il faut le voir Comme de manière on dit, positive. il n'y a aucun échec, il n'y a que des expériences. Alors, ouais, bien sûr. on va voir. Là, c'est une bonne expérience qu'on a eue. On va dire ça à mes profs. Mais bien sûr. On a beaucoup d'expérience dans ta vie. Hein. J'ai appris énormément. J'ai appris énormément. Je te propose qu'on passe au deuxième sujet. Qui est Attention, le deuxième sujet, c'est Tom Cruise qui joue au golf et qui fait des tours de magie. Incroyable, Tom Cruise, incroyable. T'as vu cette vidéo ou pas? J'ai vu cette vidéo, ouais. Attends, je propose, on va la voir. Donc lancez-la, les gars. Pat Le Guen, voilà. Incroyable. Là, c'est Tom Cruise. Hop, vous voyez, beau gosse et tout. Il joue au golf, un truc de fou. C'est Tom, quoi, Mission Impossible. Et il a un swing de fou. Il a tout pour lui. Moi, je vous dis, ces gars, il a l'air un peu plus grand quand même. Il a vraiment tout pour lui. Arrête. C'est Tom. Je pense que c'est comme ça qu'on peut voir si c'est le vrai ou si c'est le faux. Tu peux mettre le son dans celle-là ou pas? Parce que la suivante, ce serait vraiment cool qu'on ait le son parce que c'est vraiment bluffant ce qu'il fait, Tom. Et il invite tout le monde à venir rejoindre TikTok. I'm gonna show you some magic. It's the real thing. I mean, it's all the real thing. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi on vous parle de cette vidéo de Tom Cruise? Parce que est-ce que c'est vraiment Tom Cruise ou pas? Parce que c'est du deepfake, comme on dit, et c'est pas Tom Cruise. C'est un gars, c'est un acteur qui imite sa voix, et grâce à la technologie du deepfake, donc il a remplacé son visage. On a remplacé le visage de l'acteur avec le visage de Tom Cruise. Je présume que l'acteur a les mêmes cheveux que Tom Cruise, et la même coiffure, parce que le deepfake, il n'arrive pas encore à faire ça. Il arrive vraiment à remplacer le visage, mais les cheveux pas. Et c'est incroyable. Et c'est un compte TikTok qu'on a été voir tout à l'heure. Et vous savez quoi? Il n'y a plus aucune vidéo sur ce compte. Mais le compte est toujours ouvert. Le compte est toujours ouvert. Il n'y a plus aucune vidéo. Et si vous regardez vraiment, là, tu le vois un peu, voilà, si là, vous regardez vois. vraiment dans le détail, vous allez remarquer que c'est pas Tom Cruise, clairement, mais c'est vraiment bluffant. C'est vraiment bluffant parce que il y a les deepfakes. Donc on s'est toujours dit. Avant c'était, je veux dire, moi c'est une des premières vidéos là de Tom Cruise que j'ai regardé où je me suis fait. J'ai vraiment cru que c'était lui, alors qu'il y en a d'autres où tu sens, voilà, tu sens que c'est sympa si tu fais pas trop grave. Mais lui, j'ai vraiment cru que c'était lui. Il m'a fallu un moment, vraiment, il m'a fallu vraiment retrouver le compte. TikTok, ça s'appelle, le compte TikTok, c'est Deepfake Tom Cruise, non? Deepfake Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise, exactement, sur TikTok. Et il n'y a plus aucune vidéo. Donc je sais pas pourquoi il a retiré toutes ces vidéos, le gars, il a peut-être des menaces. Voilà, j'en sais rien. Mais il n'y a plus aucune vidéo de Tom Cruise. Et c'est très bluffant parce qu'avant on avait les photos photoshopées qui étaient super bluffantes. Et là on a ça. T'imagines le potentiel ça fait flipper. Ça fait flipper pour différentes raisons. Déjà, avant qu'on parle des deepfakes vidéo, tu avais des deepfakes audio. Donc depuis déjà comme quelques années, tu peux pouvoir écouter des livres audio avec différentes voix. Donc par exemple la voix de Joe Rogan, qui est un comédien très connu américain, la voix de Gucci Mane. Tu peux pouvoir écouter des livres audio classiques avec du Gucci Mane, c'est exceptionnel. Et donc maintenant on a effectivement le deepfake vidéo qui pose des questions. Pourquoi? Parce que en fin de compte là c'est bien marrant, mais imagine en fait tu veux te venger de ton ex qui t'a fait un coup bas. Tu peux lui faire des trucs qui sont vraiment, vraiment pas cool en fait. Donc pareil pour tout ce qui est politique par exemple. Si t'as la même coiffure que ton ex. Si t'as la même coiffure que ton ex. Ou que tu trouves quelqu'un qui a la même coiffure que ton ex. Mais en tout cas, ça pose des questions parce qu'effectivement, au niveau politique aussi, tu peux pouvoir prendre un personnage politique très connu et lui faire dire des trucs qu'il a pas dit. Et donc par rapport, tu vois, tout ce qui est propagande, etc. C'est effectivement, tu te poses un peu des questions. Et même au niveau du copyright aussi. Est-ce que tu as le droit finalement d'utiliser des photos ou la vidéo de quelqu'un? T'imagines, je prends ta vidéo. Alors, certes, c'est dispo en ligne. Je te coupe. Attends, à propos de ça, mais ouais, à propos de ça, tu peux lancer la deuxième vidéo quand elle met le son. Ah là 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 là.
Alors les gars, c'est pas moi. Alors la photo c'est moi, mais moi qui bouge comme ça, c'est pas moi. Ok, il faut le savoir. Ce qui est hein. bluffant, c'est quand même le visage. Mais c'est mon visage, mais C'est les mouvements, c'est pas moi qui les fais. incroyable. Quand Le ça visage, prend ma- maintenant, les mouvements du visage, Mais c'est je quand te même jure, incroyable. donc c'est Sarah, petite dédicace. Sarah, elle m'a fait cette vidéo pour péter de rire. Et effectivement, j'ai ri, mais j'ai ri un peu jaune aussi en me disant, mais en fin de compte, C'est on aurait pu incroyable. faire la même chose avec un truc beaucoup moins drôle de nouveau. Enfin, tu vois, Donc tu il y a te rends des compte, quoi. applications mobiles, c'est super accessible comme Ouais. technologie Ouais, en fait. tu la télécharges et puis tu peux effectivement tu donnes quelques photos. Et grâce en fait à des images, comment je t'avais expliqué ça là tout à C'était l'heure. grâce à des modèles de mouvement Ouais, exact. des employés Ouais, de cette tout à fait. start-up là. Donc c'est MyHeritage, les employés de MyHeritage en fait qui font des vidéos, ils bougent la tête de tous les côtés en fait et c'est grâce à en fait ces Modèles de mouvements, mouvement, à ouais. ces modèles en fait qu'après ils sont dupliqués sur les photos directement Exactement. et Et donc il y a une on arrive à pouvoir suivre grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, qui vient suit derrière, compléter quoi. au fait, qui vient compléter les morceaux manquants parce qu'on a des photos 2D en gros. On a une photo qui est comme ça, qui est en 2D et on n'a pas on n'a pas la 3D. Avec les mouvements qui ont été enregistrés en modèle, l'intelligence artificielle vient remplir la 3D et ça fait, par exemple, regardez, si vous voyez mon visage là. En fait, c'est Sarah Lou. Non, je rigole. Non, je déconne. Mais l'idée, tu sais quoi? Lance-nous la troisième vidéo parce que c'est assez bluffant aussi. Là, on a Victor Hugo. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de caméra qui existait à son époque. Donc il est là, il bouge. Avec le gris. C'est flippant. Donc tu le vois un petit peu. Regarde, à un moment il tourne et tu vois sa barbe. Tu vois là, tu vois un petit peu la barbe où il y a des petits défauts, il y a des petits trucs, mais ça si tu regardes fait vite peur. tu le vois pas. Enfin, tu vois, faut vraiment que tu analyses ou que tu vas par exemple Tom Cruise, on le voit dans les yeux. Donc on voit dans l'iris qu'à un moment donné son iris elle change, elle passe de bleu, mais en vite fait tu remarques pas. Tu remarques pas du tout. Et quand tu as des vidéos comme ça de Victor Hugo, lance-nous les autres vidéos, Pat Le Guen avec je sais pas moi, avec Tesla et tout ça. Il y en a quelques-unes. C'est Marie Curie. C'est incroyable. Franchement, j'ai l'impression qu'on ressuscite des morts. Non mais blague à part, c'est un truc de fou. Tu vas t'endormir ce soir, tu vas rêver genre qu'elle vient de toquer à ta porte. Je te jure, regarde, c'est Tesla, c'est la photo de Tesla là, l'original. Et regardez les mouvements qu'ils arrivent à lui faire faire. Ah, c'est quand même flippant. T'imagines, t'as une vieille photo de famille comme ça où vous êtes full avec toute ta famille d'époque et genre tu les ressuscites tous en même temps quoi. C'est ouf, c'est quand même ouf. Et comme je vois là sur le chat, je vois Baka 298 qui nous dit même les bots se sont fait avoir. Donc même les bots ils se sont fait avoir avec cette intelligence artificielle. T'as une limitation, tu sais pas animer deux visages en même temps. Donc, si tu as une photo avec plusieurs personnes, par exemple les grands-parents comme on avait vu, tu peux avoir la grand-mère et le grand-père, et ben ça va être chacune à son tour qui va être animée. Il ne sait pas encore animer les deux visages en même temps, simultanément. Ok, c'est comme un peu les filtres Insta ou Snapchat. Ouais, t'en as maintenant qui peuvent en faire deux. Hein. Attention, tu vois. Mais tu vois là, par exemple, cette photo-là, c'est que la dame qui est animée. C'est incroyable. Tu sais pas faire les deux en même temps. Ouais, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Il y a BU Academy qui nous dit c'est inquiétant quand même, à fond que c'est inquiétant, parce que en fait, le problème c'est pas... Le problème que je vois dans ça, c'est pas qu'on va se dire que, je sais pas moi, le roi Philippe ou Macron a dit wesh wesh viens ici, ou il a insulté Poutine ou des trucs. On va pas y croire ça. Ça c'est facilement démontrable que c'est un deepfake et par rapport à la personne, par rapport aux intérêts et tout ça. Moi je pense. Il y a tout un range de situations entre. Ouais, je sais, mais bon. En même temps, ils vont pouvoir utiliser ça comme excuse en disant « Oh, c'est un deepfake !» Tiens, je me débarrasse de cette histoire, de cette expérience de ma vie. Tiens, tu fais de la promotion pour du lissage brésilien. Non, c'est un deepfake. Tu vois, des trucs comme ça. Bon, les gens, ils auront la ref. Il y en a qui ont la ref. Donc, en gros, le truc, c'est qu'il y aura tellement de faux, de deepfake que... En fait, on sera surchargé de ces informations fausses que je pense vraiment que les gens vont arrêter de vérifier. Ils vont arrêter de vérifier si c'est vrai ou faux et ils vont juste se désintéresser.
ils vont se désintéresser de ce qui se passe, ils vont se désintéresser de ce genre des vidéos qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux ou autres médias, juste parce qu'il y a trop d'infos, tu vois, il y a trop d'infos qui vont venir et allez, c'est un peu quand tu vois des trucs passer sur tes réseaux sociaux un peu complotistes et des trucs comme ça, tu regardes même plus, tu vois, tu dis ok c'est bon, et si tu vois tu jettes un coup d'œil que si tu vois que c'est repris sur un site un peu officiel et des trucs comme ça, ben, je pense que les vidéos ça va être pareil. J'ai vraiment peur que le risque c'est que les vidéos, les gens se désintéressent parce que t'imagines la vidéo de Tom Cruise qui fait du golf ou qui fait un tour de magie, imagine cette même vidéo de Tom Cruise en train de je sais pas moi d'être dans un pays en train de distribuer des repas ou être au parc Maximilien en train d'aider des réfugiés, tu vois. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Comment? Tu vois? Ouais, c'est ça le problème, c'est que tu as déjà un souci de fake news au départ et que là en fait ça devient de plus en plus compliqué en fait à juste dissocier le vrai du faux. Et comme tu dis, à un moment donné, effectivement les gens partent du principe qu'en fait c'est faux, mais on a toujours aimé un peu ça, tu vois, la magie, ce côté justement où tu joues un peu avec cette fine limite entre le vrai et le faux. Et là en fin de compte, j'ai l'impression qu'on a plus dévié vers justement le faux et ça commence effectivement à perturber plus d'un. Moi je suis hyper perturbée par ça. Déjà que les fake news, c'était déjà un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Il faut que tu vérifies avec 3, 4, 5, 6 sources, comme tu dis, des sources officielles qui des fois elles-mêmes en fait te transmettent des news qui ne sont pas toujours cohérentes non plus. Donc oui, là ça devient, si tu as les visuels qui se rajoutent en plus du texte, en fait, donc tu as le contenu, les visus, en fait, c'est que tu es complètement perdu, quoi. Donc ça va devenir effectivement hyper compliqué de faire passer un message et de t'assurer effectivement ce message passe correctement sans qu'il soit utilisé à mauvais escient par la suite aussi. Donc. Et imagine, tu utilises ça au bon escient. En gros, tu peux te retrouver en train de donner des conférences à Toronto, à Paris et à Shanghai en même temps. Tu vois, t'es à l'aise, t'es dupliqué. Il y a tes employés qui vont aller faire des deepfakes pour toi. Il y a déjà Teams pour le faire. Il y a déjà Google. Tu peux déjà le faire ça. Tu te connectes. C'est déjà diffusé internationalement. T'es bon quoi. Pas besoin de mettre un faux visage. Enfin, pour ceux qui ont vu Black Mirror, moi je me trouve dans Black Mirror là perso. C'est Black Mirror à fond la caisse quoi. C'est ouf. Je sais plus quel épisode c'est, mais il y en a un, je suis sûre qu'il y avait ce truc dedans quoi. Non, il y en a un avec un petit avatar en nounours qui se présente aux élections et tout ça, tu vois. C'est le premier. Voilà, mais ça pourrait ressembler à ça. Il y a Zaki CH là qui nous dit ça lui fait penser au tableau dans Harry Potter, tu vois. C'est vrai qu'ils ont appelé le même. C'est vrai, pas mal Zaki CH. Tu vois. Donc ça fait un peu penser à ça, j'avoue, c'est assez bluffant. Moi, ça me fait flipper. Ouais, il y a un petit côté flippant. Et Einstein qui va nous faire découvrir en 2021 des nouvelles choses. Ouais, Malov Schiffer qui nous dit ça. On pourrait avoir des cours donnés par Tesla, Einstein, Marie Curie. Mais le potentiel éducatif qu'il y a là-dedans. Maintenant, quand tu y réfléchis, quand tu as Einstein qui te raconte l'histoire de sa vie, qui te fait une bio, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant qu'un prof ou un bouquin, tu vois. Si tu mets Einstein dans un film... Les profs. Mais non, j'ai dit c'est plus intéressant. J'ai pas dit que c'était pas intéressant, tu vois. Voilà, tu vois, mais j'ai dit que c'était plus intéressant. Mais tu imagines le potentiel dans l'éducation. Tu fais revivre des morts, ça fait peur, ça. Ce que je viens de dire. Tu fais revivre des morts, Zombieland. Non mais perso, je pense vraiment que toute technologie, de toute façon, peut être hyper positive, dépendamment de chez qui, enfin de quelle main, d'entre quelles mains elle se trouve, quoi. Mais effectivement, tu as toujours ce risque, un petit peu cet alter ego de la tech, la bonne tech, la good tech, la tech for social good, blablabla, tout ce genre de choses qui, au final, peuvent être perverties pour en faire des choses qui sont pas cool. Enfin, moi, j'ai lu un peu d'articles là-dessus. Le deepfake est apparu aussi au niveau vidéo. Les premières vidéos de deepfake sont apparues pour du revenge porn. Donc pour de la pornographie en fait, un peu pour se venger, voilà, effectivement. Ça c'est une histoire des ex encore une fois. C'est une histoire. Écoute, voilà, moi je te transmets ce que j'ai lu. Ok, je suis pas appliquée. Tu sais, quand je me décharge direct, quoi, tu vois, ne me mêle pas à ce genre de choses. Mais effectivement, je veux dire, il y a des sites pornographiques qui utilisent ça et donc. Je pense qu'on va un peu expliquer ce que c'est que le revenge porn. En gros, c'est des couples qui séparent et une personne de ce couple décide que toutes les photos intimes et vidéos
ils décident de les publier. Les publier, ouais. Donc tout ce que Exactement. tu as envoyé, à l'époque. Et voilà, et s'il y a des choses à envoyer, voilà, ils décident de les publier. Il faut rappeler que c'est punissable par la loi. Voilà, ce genre de choses-là, c'est puni sévèrement par la loi par les personnes qui publient et par les personnes qui partagent. Et c'est grâce à quoi? Le RGPD. T'as du consentement dedans. Voilà. Et donc, pourquoi on parle de deepfake et de ça? Parce qu'au fait, il n'y avait pas de vidéo intime à l'origine pour certains couples. Et donc, ils prenaient des vidéos pornographiques lambda et ils rajoutaient le visage en deepfake de leur copine. Et ça donnait, même si on voyait flagrant que c'était pas vrai, mais ça donnait quand même, c'était quand même gênant pour la jeune fille ou rarement pour le jeune garçon, mais pour la jeune fille, c'était quand même gênant ce genre de situation. Et donc voilà. Tu dis vraiment pour le jeune garçon, mais voilà. Ouais, j'ai dit rarement, j'ai pas dit jamais, mais. T'as eu de tout, t'as vraiment eu de tout dessus et ça devient. C'est un petit peu compliqué à devoir gérer, même pour toi, même si effectivement tu sais que ce n'est pas toi, l'image que tu transmets, ou l'image en tout cas que la personne transmet, est-ce que tu gardes, c'est horrible. C'est horrible, c'est jouer comme ça avec l'image des gens, c'est punissable par la loi. Et faites très attention, pas croire que c'est parce que c'est digital, je le répète, pas croire parce que c'est digital que c'est pas contrôlé, c'est ultra contrôlé. Et même pour les personnes qui partagent cette information, et un partage ça peut être juste un like, c'est punissable par la loi. Donc faites attention à ce genre de choses et en tout cas essayez de protéger les vôtres au lieu de surtout essayez de les protéger plus qu'autre chose. Je revenais juste par rapport à Darkseid qui dit si c'est trop bien fait, plein de vidéos pourraient devenir caduques devant un juge dans le cas des affaires juridiques par exemple. Darkseid, tu te sens concerné ou t'as une vidéo que t'as besoin de faire passer? Là, mais c'est vrai, mais le gars il a directement pensé à ça. Non, mais c'est bien. Écoute, le gars ou la meuf, je sais pas c'est qui. Donc bon, d'un point de vue pédagogique, il y a Bio Academy qui nous dit que c'est un bon point de vue au niveau pédagogique. Ça peut être plus stimulant pour les jeunes. J'imagine les super cours d'histoire des futures générations. Le souci, c'est comment contrôler tout ça. On aura forcément des dérives malheureuses. Ça, c'est clair qu'on en aura, comme partout. L'idée c'est d'essayer de créer des garde-fous qui puissent protéger un maximum nous et les autres et notre entourage et les gens qui utilisent ces technologies dans le bien et pas dans le mal, pas dans le dark side. To the dark side. Non, il faut clairement qu'il y ait des organismes un peu régulatoires qui viennent un petit peu contrôler tout ça pour apporter une petite structure et effectivement s'assurer que les lois sont respectées. Donc pour ça, il faut déjà qu'il y ait des lois autour des deepfakes. Donc je ne sais pas s'il y a des lois spécifiques, mais en tout cas, il faudrait effectivement que ce soit mis en place pour limiter justement les dérives qui pourraient découler en fait de ce type de technologies qui sont génialissimes, mais génialissimement flippantes en fait. Exactement. Et Darkseid qui précise qu'il y avait une twitcheuse, et je me rappelle de cette histoire, une twitcheuse d'Asie qui avait utilisé une technologie qui ressemblait pour tromper ses fans. Elle se faisait passer pour une très belle jeune femme et au final c'était une femme de 40 ans qui était lambda et qui se maquillait même pas pour faire ses Twitch mais l'image qu'elle donnait en tout cas à ses followers, c'est qu'elle était pimpante, maquillée de partout et tout ça, et en fait un jour ça a arrêté de fonctionner le filtre et tout le monde l'a vu en live. J'espère que le filtre il tient là. Hein, les gars, Pat Le Guen, le filtre il tient. Ok les gars. Non, on n'insinue pas que les femmes de 40 ans c'est les plus belles à 40 ans. Ça c'est clair. Donc on n'insinue pas que les femmes de 40 ans sont belles. On va encore attendre un peu. Merci pour le message. Donc voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour du deepfake. Tu voulais rajouter un truc à ce sujet ou... J'avais un truc, mais là, il s'est envolé avec ta dernière feinte. Donc, voilà, je vais attendre en 10 ans, ça va revenir. Donc, le deepfake, c'est tout ce qui est vidéo. Il y a deepfake du son aussi. Du son aussi, du son. On avait avant juste l'image 2D. Maintenant, on a l'image en mouvement. Et ouais, ça va très, très loin. Et donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir utiliser cette technologie à bon escient pour pouvoir amener des choses à nos jeunes, à nos enfants qui vont leur permettre d'évoluer
la bonne manière dans notre société. Des économies de make-up en tout cas, ça c'est sûr. Cool. Leïla, je te propose qu'on passe à l'autre sujet. Yeah. L'autre sujet qui a fait beaucoup de bruit à Bruxelles aujourd'hui, énormément de bruit. Attends, si c'est aujourd'hui, si c'est Bruxelles. Uber. Il y a eu 800 Uber, voitures. 800 Ouais. Uber regroupés aujourd'hui au centre de Bruxelles. 800 et 120 taxis. Ils étaient là. Je dis ça, j'étais là. C'est important. Donc voilà, on va en parler un peu parce que à Bruxelles, c'est la seule ville européenne, j'ai peur de dire au monde, qui interdit les chauffeurs de limousine d'utiliser leur smartphone avec une loi qui date de 95, qui était très compréhensible en 95, mais maintenant beaucoup de chauffeurs Uber ne comprennent pas la crédibilité de cette loi, la logique de cette loi. Et toi, t'en penses quoi de tout ça? Un peu cette guéguerre Uber, taxi et tout ça. Moi, je pense que l'important, c'est de pouvoir offrir un moyen de mobilité accessible à tout le monde. Et pour moi, les taxis aujourd'hui manquent d'accessibilité et je suis tout à fait d'accord, effectivement, il faut pouvoir avoir des lois pour protéger effectivement les taxis, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de services qu'offre Uber que n'offrent pas les taxis. Moi, je me rappelle de quand j'étais plus jeune, de vouloir prendre des taxis pour des petites courses, effectivement, qui soit ils n'étaient pas dispo, soit ils me disent non, ça m'intéresse pas la course, soit va voir mon collègue. Donc, en fin de compte, tu te retrouves à devoir chercher un taxi. Il est 23h, tu veux rentrer chez toi, tu as 17 ans, c'est pas agréable, c'est pas non plus évident. Là, c'est quand même super pratique. C'est aussi sécurisé. d'une certaine façon, parce que les taxis, même si tu avais le nom qui est affiché derrière sur leur carte, tu n'avais pas toujours ce réflexe de prendre leur plaque, de prendre leur nom, etc. Alors que là, tu as quand même un système où tu peux retrouver les chauffeurs et tout le bazar. Donc voilà, moi je trouve que interdire Uber, ouais, why not? Mais alors proposer alors des systèmes de mobilité alternatifs qui soient accessibles et efficaces. Parce que voilà, je prends les transports publics aussi à Bruxelles. Il y a encore un peu d'efforts aussi à faire, que ce soit en termes d'horaire, en termes de rapidité, d'efficacité. Enfin, il y a plein de choses aussi qui vont pas. Il n'y a pas toutes les zones qui sont desservies aussi. Donc c'est pas facile. Voilà, pour moi, Uber en tout cas, j'utilise quand même assez souvent. Je trouve ça hyper pratique. Donc ouais. Je pense, en gros, pour résumer ma pensée. Donc, toi, ça te met dans le pétrin. Il y a des dots. Alors, je pense que dots, ça les arrange, des trottinettes quand même. Je pense que c'est pas mal. Il a plu aujourd'hui. Il a plu aujourd'hui, donc j'ai pris le tram. Donc moi, effectivement, Uber, ça m'embête un peu pour le soir parce que je travaille quand même assez tard. Donc le soir, quand je rentrais chez moi, je dirais que je prends quand même assez souvent Uber. Que c'est facile, ils viennent devant ta porte, tu ne dois pas te taper le taxi, tu ne dois pas attendre non plus. Parce que des fois, moi, je me rappelle de nouveau à l'époque, j'appelais la centrale. Le temps que le taxi arrive, j'en avais pour 20-30 minutes. Il venait pas toujours devant la porte, ça coûtait quand même assez cher. Il y avait que le système de paiement par cash aussi. Tout ce qui était paiement par carte, tu pouvais pas à l'époque payer par carte, ou bien même s'ils avaient le système, ils préféraient pas. Donc il y avait tout des bazars autour effectivement de l'utilisation d'un taxi. Alors que là, Uber, c'est direct, tu prends ton smartphone, tu payes par ton smartphone. Enfin, c'est hyper facile. Et donc ouais, je t'avoue que de nouveau, je trouve qu'on est quand même la capitale européenne. C'est pas un bon message qu'on fait passer. Je trouve qu'on devrait justement passer un message où on a une capitale quand même qui est super innovante, qui propose beaucoup de solutions. Et là, le fait juste de dire on va se baser sur une ordonnance de 95 pour prendre une décision aussi radicale et mettre 2000 personnes, 2000 familles dans une situation hyper compliquée, c'est comme des personnes généralement déjà dans une précarité difficile. Là, on leur rajoute une couche en leur empêchant de bosser. On va se retrouver avec des Uber qui auront des PC dans leur voiture. En fait, vu que c'est que pour les mobiles, on va avoir des Uber où tu auras des PC, tu auras des grosses tablettes. Enfin, tu sais, tu as plein d'autres systèmes. Donc, en fin de compte, si c'est juste pour dire prenez pas le mobile, tu peux avoir des workarounds, tu peux avoir des moyens alternatifs pour en fin de compte quand même utiliser cette réservation au final géolocalisée quoi. Ouais. Donc ouais, je trouve que c'est utiliser un petit peu effectivement certaines choses pour en faire passer d'autres, c'est pas écoute, c'est pas top. Et ça réagit beaucoup sur le chat. Et donc il y a Darkjide qui nous dit Uber, tous les avantages d'un taxi sans les inconvénients. Il y a Paki 1678 qui nous dit non, pas supprimer Uber, ça va mettre la moitié de mes oncles au chômage. Paki, on pense à tes oncles. Il m'a tué. Il m'a dead. Ouais, c'est vrai.
Mais blague à part, Uber est venu avec une application qui est quand même révolutionnaire, avec énormément d'avantages. Quand on l'appelle, c'est déjà, on n'utilise qu'un smartphone. On n'a pas à téléphoner à quelqu'un. Avant, il fallait avoir un numéro de téléphone, téléphoner, voilà. Trouver le numéro déjà des taxis verts, c'est pas facile. Et en temps réel, il nous dit où le taxi il est et combien de temps il va mettre pour arriver. Ok, c'est pas super précis, mais on a déjà, voilà, on peut le suivre exactement. Chez toi à la maison, comme ça, t'es là, comme un espion. Et je veux dire, voilà, ce côté aussi, les voitures ne sont pas, je veux dire, c'est pas les plus dégueulasses, hein, c'est des voitures convenables, et même si c'est pas toutes des voitures allemandes, elles sont très bien entretenues. Et je pense aussi qu'il y a le côté où on nous donne un devis, au fait un prix avant de partir. Le taxi, on n'avait pas ça. Ouais. Moi, avant, c'était toujours surprise. À chaque fois que je prenais un taxi, je ne savais pas si j'allais payer 12 euros ou 35 euros. 30, ouais. Aucune idée. Et donc, il y avait le compteur. Là, je ne savais jamais comment ça fonctionnait. Et donc, je le voyais juste monter. J'étais juste en stress. Et là, on a un devis, on a un prix. Avant même qu'on embarque, avant même qu'on commande le taxi, enfin le Uber, et donc ça reste quelque chose de très avantageux dans l'application, hein, moi je trouve dans l'application. Et puis il y a le côté aussi où il n'y a aucun contact monétaire, que ce soit en cash ou en carte, tout se fait via l'application, et donc j'ai plus un stress à sortir mon portefeuille. À chaque fois que je suis déposé, je dis au revoir, bonne soirée monsieur, bonne journée, et voilà, on est nickel. Le truc qu'il y a, c'est qu'il a amené beaucoup d'avantages, vraiment. Et je pense que aussi, au début, ils sont venus avec une concurrence un peu agressive par rapport au prix. Ils sont venus avec des prix très bas. Maintenant, en toute honnêteté, je pense pas que c'était que c'est quelque chose qui est vraiment, il y a une grande différence de prix entre le prix d'un Uber et le prix d'un taxi. Non, parce que les taxis, je pense qu'ils ont adapté leur prix aussi. Exact. Parce que j'utilise une autre application aussi qui s'appelle Victor, et les prix de Victor sont parfois même moins chers, et ça, ils travaillent avec des taxis même, donc avec des vrais taxis, et donc ils sont parfois même moins chers qu'Uber. Le truc, c'est que ça fonctionne pas très bien, ça vient pas aussi rapidement. Voilà, il y a des délais d'attente qui sont un petit peu plus longs. En tout cas, ça c'est mon expérience. Il y a d'autres personnes qui utilisent ça et ça fonctionne très bien. Mais en tout cas, si vous voulez encourager les taximans, il y a d'autres applications qui sont mises en place, et vous pouvez les aider à ce niveau-là. Moi, dans toute cette histoire, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a une envie d'interdire Uber pour les forcer à améliorer les conditions de travail des chauffeurs, ce qui est tout à fait honorable et je le comprends totalement, mais en utilisant un moyen qui n'a rien à voir avec ça, au fait. Et ça me fait penser vraiment où quand on va aller boire, à l'époque où il y avait l'Horeca encore ouvert, on voulait aller boire un verre le samedi soir ou le vendredi soir, on nous disait « Ah, t'as des baskets, ça va pas être possible », mais en vérité, c'est parce que t'as ta petite tronche que ça va pas être possible. Et c'est ce truc-là qui me dérange, c'est d'utiliser quelque chose qui n'a rien à voir pour essayer d'arranger autre chose. Je pense que s'ils sont dans la légalité au niveau des conditions de travail, c'est ça qu'il faut attaquer actuellement, et c'est ça qu'il faut mettre, il faut trouver un système pour que eux améliorent les choses par rapport à leur chauffeur. Ça, c'est clair qu'il faut une amélioration. Par contre, de l'autre côté, moi, je peux pas. Il y a ce truc-là qui me dérange de dire, ah ben, tu sais quoi, tu veux pas te conformer à ce que je souhaite, je vais te bloquer comme ça. Ça, c'est très problématique pour moi parce que on discute, c'est des coups de pression pour rien en fait, et ça fait pas avancer le débat. Maintenant, il y a 2000 chauffeurs Uber qui sont sur le carreau. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui ont un statut d'indépendant, peu importe leurs conditions de travail. C'est pas de ça dont je parle. Là, actuellement, souvent c'est des personnes qui ont un statut d'indépendant. Donc, il y a très peu d'employés de chez Uber même. Parfois, c'est des sociétés, je veux dire des sociétés plus petites qui engagent des chauffeurs, mais très peu d'employés de chez Uber même. Et ces personnes avec des statuts d'indépendants ont investi un véhicule. Donc, ils ont une voiture qui coûte 40, 45 000, 50 000 euros, qui doivent payer un leasing tous les mois, et ils se retrouvent sans pouvoir travailler. Et le problème, c'est que c'est régionalisé, c'est limousine, donc c'est des plaques limousines, c'est régionalisé, donc ils ne peuvent pas aller travailler en Flandre ou en Wallonie. Et donc ça, c'est quand même pour prise en compte de ces chauffeurs. Actuellement, je pense qu'ils auraient pu, au moins, s'ils voulaient prendre ces décisions, ils auraient dû les prévenir à un moment.
je sais pas moi, leur laisser 6 mois, en leur disant dans 6 mois, on va arrêter ça. Comme ça leur laisse le temps de se retourner, B, de quoi. pivoter, de trouver autre chose et de s'adapter. Là, c'est du jour au lendemain, bam. Et ouais, c'est assez violent, je trouve. C'est assez je trouve violent. aussi, je trouve que c'est, comme tu le disais, on est un peu plus orienté sur le problème plutôt que sur la solution à apporter. Et qu'en fin de compte, il y a pas mal de personnes qui se sont retrouvées sans emploi à cause du Covid. Sans emploi parce que l'Horeca a fermé, parce que le secteur culturel a fermé. Et donc, il y a des gens qui se sont tournés justement vers Uber comme plan B pour récupérer justement, enfin, pour pouvoir renflouer un peu leur caisse. Et maintenant, ce plan B, il est aussi un petit peu tombé à l'eau. Et donc, ils n'ont pas leur premier job, je veux dire, qu'ils avaient avant le Covid. Maintenant, ils n'ont pas non plus cette option Uber. Quelle est l'option en fait qui reste à ces personnes qui sont maintenant dans une situation très précaire? Enfin voilà, il n'y a pas de solution pour eux non plus qui sont importés. Et donc là, ça devient effectivement un peu difficile, je pense, pour ces personnes-là de se retourner, comme tu le dis. Voilà, il faut qu'ils donner un petit peu de temps pour se retourner. Là, on est un peu à court de solutions, quoi. Non, écoute, moi je pense qu'il y a aussi le côté taxi où c'est très difficile pour eux, je peux le comprendre. Hein. Donc je pense que Uber a amené un plus qui a fait que moi, où j'utilisais pas beaucoup le taxi, j'utilise beaucoup Uber. Donc c'est pas un client que les taxis ont perdu. Moi je suis pas un client que les taxis ont perdu parce que j'ai eu vraiment des expériences qui étaient très moyennes avec mes expériences taxi. Moi j'habitais avant, à un moment je travaillais près de la gare du Midi et donc les taxis à la gare du Midi doivent faire, je sais pas si tu connais, mais à la gare, il faut une longue file pour arriver jusqu'à l'entrée de la gare pour pouvoir prendre leurs clients. Et donc moi, si je venais là et que je leur disais je vais à Molenbeek, ils me disaient non, je te prends pas. Donc voilà, ils me disaient non, c'est une petite course, vas-y en métro. Et c'est vrai. Je pense qu'il y avait différents marchés. Toi, tu étais un autre type de marché. Et il y a une étude qui le dit. Il y a une étude de Deloitte, justement, qui dit que de Deloitte, qui dit qu'entre 2013 et 2019, les pertes pour les taxis, en fait, sont identiques. Et alors que Uber est arrivé en 2016. Donc en fait, la perte, que ce soit de part de marché des taxis, n'est pas spécialement due direct. Enfin, ça n'a pas une corrélation directement directe en fait avec l'arrivée d'Uber. Donc c'est vrai que je pense que Uber a aujourd'hui en fait pris une nouvelle mobilité. On parle de Uber, mais on parle de Hitch aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi Hitch qui est affecté. C'est Uber et Hitch, je dirais en soi, c'est presque pareil, sauf que Hitch accepte des paiements en cash. Ce qui est pas le cas de Uber. Bon, t'as quelques petites spécificités. L'app est pas pareil non plus, mais en soi c'est la même chose. Ça reste des LVC, donc des locations de voitures avec chauffeur. Donc pareil, eux sont c'est aussi. Ça que ça veut dire, LVC. LVC, c'est location de voiture avec chauffeur. Wallah, je savais Tu pas. dormiras moins bête ce soir. Wallah. Mais donc ouais, c'est pas, eux aussi sont tout à fait affectés. Donc dans les 800 voitures, t'as peut-être Uber, mais t'as peut-être aussi des gens qui font Hitch. Généralement ils font les deux. Hein. Ils font Uber et Hitch, c'est assez complémentaire. Mais donc voilà, je pense que Uber est venu et a permis à des personnes qui n'avaient pas les moyens de pouvoir prendre un véhicule motorisé type la voiture avant avec les taxis, a permis de pouvoir justement convertir ces personnes qui prenaient peut-être les transports en commun ou peut-être les trottinettes, etc., en des personnes qui prennent justement ce type de service-là aussi pour améliorer en fait leur mobilité. Ouais. Et ouais, moi je trouve ça quand même. Je pense que les taxis. Ouais, il y a des trucs à faire, je pense, du côté d'Uber pour améliorer le statut des chauffeurs, mais je pense aussi qu'il y a des trucs à faire, parce que le statut des taxis, il est pas meilleur, hein. Donc on va pas se mentir. Il y a aussi des trucs à faire pour améliorer le statut des taxis. Et je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas. Il y a Dark Guide qui nous dit que les plaques taxis coûtent encore 50 000 euros. Les plaques taxi, ah ouais. Ouais, et moi j'ai l'impression que la plaque taxi c'est la licence au fait. Et j'ai l'impression que la licence au départ elle est donnée gratuitement. Elle est par l'État. Elle est donnée et au fait vu qu'elles sont limitées, ça fait comme le Bitcoin. Ça monte, ça descend. Ça monte, elles arrivaient à des 50 000 euros et des trucs comme ça. Moi en tout cas, je sais pas si c'est. Dites-nous si c'est vrai ou pas. Ce que je raconte, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une licence taxi de l'État? Si on fait une demande, est-ce que c'est payant? Je pense que c'est gratuit. Le truc c'est qu'ils en donnent plus parce qu'il y en a trop. Sur le marché bruxellois, et donc vu qu'il y en a trop sur le marché bruxellois, les taxis se les vendent entre elles, au lieu je veux dire les vieux taxis, au lieu d'arrêter et de remettre leur licence, en fait. ils la revendent en fait. C'est un peu comme un fonds de commerce et donc c'est ce qui se passe, j'ai l'impression. Et donc si c'est faux,
Donc il y a il y a Sarah Lou qui nous dit que oui, c'est vrai. donc on peut la vendre. Ouais, ok. Donc ici, les plaques taxi étaient données, mais maintenant c'est une liste d'attente. Donc voilà, donc on peut la Ok. vendre. Donc c'est ce que je dis, tu vois. C'est chacun met que son prix, c'est un alors. peu de la spéculation. Enfin, c'est pas de la spéculation, mais c'est un peu même cette licence taxi au fait. Le gros problème, c'est que même imaginons que la région bruxelloise dise il n'y a plus de licence taxi. On arrête tout. Il y a plein de taximans qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils viennent de l'acheter ou qu'ils l'ont acheté il y a 1 an ou 2 ans. Tu comprends, même ça va être problématique. Mais vu qu'ils en donnent plus des licences, donc ils se la vendent entre eux. Et donc ça devient un peu un fonds de commerce et donc c'est ça aussi qu'ils trouvent qui est illégal parce que quand tu compares un peu la précarité du travail Uber ou taxi, je veux dire allez c'est plus ou moins on n'est pas à un qui est à 3000 € de plus que T'as pas l'autre, tu vois. C'est plus au niveau du statut des contrats, non? Non, parce que les taximans sont indépendants aussi. Mais c'est leur société. Et puis il y a des sociétés de taxi qui ont plusieurs voitures et c'est pareil qu'Uber en fait. Quand tu regardes, ça fonctionne pareil, je veux dire à 85%, tu vois. Ça fonctionne pareil. La seule grosse différence, c'est que chez Uber, tu investis juste une voiture. Là, chez les taxis, tu investis une voiture, plus tu dois avoir ta licence et donc parfois tu l'achètes à 50 000 € et donc ça te fait un double investissement et c'est pas correct. Et c'est ça qu'ils votent pas. Ils se disent, tiens, pour travailler, j'ai dû payer 50 000 € plus ma voiture et ceux-là, ils viennent, ils travaillent, ils achètent juste une voiture, c'est pas correct. Moi, j'ai aussi entendu qu'il y avait il y avait un manque d'accessibilité pour les chauffeurs parce qu'il y a un examen, il y a un examen à devoir passer, mais tu as aussi plein d'autres choses qui peuvent empêcher certaines personnes de pouvoir passer justement comme chauffeur taxi. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des chauffeurs qui à la base voulaient passer en chauffeur taxi qui n'ont peut-être pas eu accès en fait à ce statut-là, à ce job-là, et donc ils se sont orientés par la suite vers Uber ou vers Hitch pour pouvoir quand même en fin de compte faire ce métier de chauffeur. À Ok. vérifier. Ok. Il y a Paki 1678 qui a créé un hashtag pour ses oncles. Attends, on va faire un crowdfunding, Paki 1678. Je jure, il a créé un hashtag pour ses oncles, tu vois. Mais C'est quoi, ce qu'il dit aussi, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il dit qu'il y a des comptes Uber qui se vendent maintenant. Et ça m'étonne énormément qu'il y ait des comptes Uber qui se vendent, parce que c'est quand même nominatif. Ouais, c'est ça, c'est un peu c'est sur pour le nom de la l'expliquer, hein. personne, donc tu as un nom, un prénom, et donc imaginons que Leïla roule une voiture Uber, moi je pourrais pas lui acheter, vu que c'est au nom de Leïla Maïdan, donc moi je pourrais pas l'utiliser. Donc si tu as plus d'infos, Paki 1678, On est dis-nous preneur. quoi. On est vraiment preneur, c'est intéressant, ce serait cool de voir parce que tu as aussi la photo maintenant, tu as des notes, enfin tu as quand même plein de trucs qui sont associés à ce compte, donc ouais, c'est dangereux parce que bon, mais imagine que tu as une voiture où tu as 4,78 sur 5 comme note, tu te dis oh c'est trop bien, c'est un super chauffeur, et tu te retrouves avec son frère en fait qui est là parce que l'autre il est en train de dormir et le frère il est un peu plus à l'ouest, enfin c'est dangereux quoi. Là, c'est ouf, c'est ouf. Écoutez-nous, dites-nous ce que vous en pensez de cette histoire d'Uber, parce qu'il y a eu beaucoup d'infos. Vraiment, l'info par rapport aux licences gratuites et tout ça, je suis vraiment pas sûr. C'est des histoires que j'entendais au quartier. Et donc, je vous répète ça. Là, vous avez l'air de me confirmer que c'est vrai. Donc voilà, si c'est pas vrai, corrigez-moi. Et je vois ici aussi Molem Sister qui a capté, qui a flagué mon t-shirt. You're beautiful. qui a flagué mon t-shirt et donc pour ceux qui n'ont pas compris mon t-shirt, prenez Google Translate sur votre Je crois qu'il faut que tu le tendes un peu pour qu'on puisse pouvoir Voilà, justement faire une photo, tu vois. Je vous le montre, prenez-le en photo, ok. C'est une blague, hein, c'est pas ça que je pense, mais en gros, il y a beaucoup de gens qui parlent pas arabe et qui pensent que il y a marqué You're beautiful, mais en réalité, il y a marqué T'es un âne en arabe. Voilà, comme ça vous le savez. Il utilise souvent pour ennuyer ses voilà, employés quand ils ont des idées de merde. Voilà, il monte son t-shirt comme ça, là. Et bon, voilà, comme ça, il regarde. Il parle même plus en fait. Quand t'as une idée de merde, il parle même plus. Il fait juste, voilà, regarder. C'est que j'avais une tasse. C'est que j'avais une tasse avec Ouais, ça. t'as une tasse. T'as même un tag à Molengeek aussi. Ouais, Ton je te idée, c'est de la merde. Donc, ouais, non, on continue. La tasse. Mais toi, t'auras le pantalon aussi qui va débarquer. Il y aura un truc dans les cheveux. Écoute, je te propose, on a beaucoup parlé, ça fait 1 heure qu'on C'est parle. toi qui parles beaucoup, moi. Les gars, qui parlent. Écoute, je On te est d'accord. propose qu'on passe vite sur le sujet Twitter.
qui est. mais il y a beaucoup voilà, sur Twitter. on va vite passer. Il y a beaucoup d'infos, mais on va pas rester focus dessus. Ok, comme ça, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, dont une grosse nouvelle fonctionnalité. Hein, ok. Il y a super follow. il y a super follow. Super follow. Je te jure, super follow. Donc, on vous explique c'est quoi super follow. C'est une nouvelle fonctionnalité que Twitter a lancée. Et en gros, c'est une fonctionnalité qui permet à tout le monde, au fait, qui permet à tout le monde de pouvoir mettre certains contenus payants pour leurs followers. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut certains contenus ou tout leur contenu, ça dépend. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je décide, enfin, je suis sur Twitter, si je décide de dire voilà, tous mes tweets maintenant, il faut être abonné à mon compte et il faut payer 5 € par mois pour les voir. Il y a certains followers, ils vont peut-être. Non, ils vont pas payer pour moi. Ils vont pas payer pour moi, mais. Au revoir, monsieur Wassari. Mais certains autres, peut-être, vont payer pour voir leur contenu, leur contenu de leur tweet. Et l'idée, c'est de donner envie aux créateurs de contenu de créer du contenu de qualité pour le mettre sur Twitter et de le diffuser de manière un peu privilégiée pour leurs abonnés et de pouvoir aussi dégager des finances, des revenus pour l'abonné, mais aussi pour Twitter. Ça, Twitter n'a pas confirmé. Donc, effectivement, ils n'ont pas dit qu'ils prenaient une commission ou pas. Bon, tout le monde se doute qu'ils vont en prendre une et que c'est pour un peu diversifier justement leur source de revenus. Mais ils n'ont pas confirmé. Donc, ils parlent d'un abonnement qui sera à 4,99 €. Maintenant, c'est pas confirmé non plus. S'ils prennent une commission, quelle est la commission qu'ils vont prendre? On sait pas trop. Donc ouais, c'est encore un petit peu flou. Mais en tout cas, cette super follow là, c'est pas que pour le contenu, c'est aussi pour avoir accès à des newsletters spécifiques. Enfin, tu auras vraiment différents types de contenus un peu en exclusivité. Par exemple, quand tu as des teasers, par exemple, pour un nouveau film de ton acteur préféré ou quelque chose, tu auras vraiment un petit peu ça qui pourrait être partagé en exclu avant les autres qui ne payent pas. Ce serait une sorte de contenu, mais il peut y avoir, enfin, imaginons qu'il y ait des contenus, par exemple, de personnes qui, je sais pas moi, qui sont spécialisés, experts à la bourse et qui vont dire, tiens, moi, mon contenu, pour le moment, il tweet gratuitement, il faut acheter du GameStop, par exemple. Bitcoin, dans ton nom. Il tweet gratuitement des infos pour pouvoir acheter des actions. Et maintenant, il pourrait dire, maintenant, mes infos, si vous voulez, vous vous abonnez et c'est 5 € par mois ou 10 € par mois, j'en sais rien. Et ce genre d'infos pourrait être intéressant. Il y a beaucoup de presse qui compare ça à OnlyFans. Je ne sais pas si vous connaissez OnlyFans, mais OnlyFans, c'est une application, un site qui, à l'origine, s'est fait juste pour les fans. Et donc, il y avait à l'origine beaucoup de personnes qui allaient dessus pour mettre des posts. Donc, on s'abonnait aux personnes. On payait pour être abonné, des abonnements différents. Et on recevait des posts. On pouvait recevoir des posts d'inspiration ou d'autres. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'industrie pornographique a pris possession de cette plateforme, a envahi cette plateforme, et il commence à y avoir vraiment du contenu. Je veux dire, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices pornographiques qui sont sur OnlyFans, et c'est beaucoup de contenu un peu léger et particulier qui est envoyé à leurs abonnés. Ça fonctionne très bien, ça génère énormément d'argent, et je pense vraiment que Twitter, il y en a beaucoup de presse en tout cas qui pense que Twitter amène une réponse à OnlyFans en essayant de dire aux gens que voilà, votre contenu peut être valorisé et vous pouvez aussi être payé, vous pouvez aussi avoir des revenus pour publier vos... Toi tu en penses quoi de cette comparaison? La comparaison, oui, je suis tout à fait d'accord effectivement qu'il fallait pouvoir apporter une plateforme un petit peu alternative parce que OnlyFans a été perverti par cette industrie pornographique, certes, mais de toute façon, je trouve ça top qu'on puisse pouvoir enfin monétiser sur du contenu. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours des droits d'auteur. Pour la musique. On parle souvent effectivement de rémunérer les artistes, mais on ne pense pas souvent à ces créateurs de contenu qui passent des heures et des heures et des heures à écrire des choses qui ont vraiment beaucoup de valeur, qui sont soit repris après par des médias journalistiques ou autres en fin de compte. Ces personnes-là ne sont pas du tout rémunérées. Moi, il y a plein de comptes que je suis sur Insta qui passent vraiment beaucoup de temps à nous donner plein d'informations hyper qualitatives en fait. Et donc voilà, au lieu d'aller sur les chaînes de nouvelles traditionnelles, je vais vraiment sur ces comptes-là. Donc
ces comptes-là m'informent. Et puis, c'est vrai que je retrouve des fois des contenus de ces comptes sur d'autres médias et qui ne listent pas spécialement la source non plus. Et donc, ces personnes peuvent se sentir un peu lésées parce que ça prend beaucoup de temps. Enfin, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui postent un peu de contenu, moi, j'étais dessus pour partager un peu justement l'article de Femmes d'aujourd'hui qui est sorti dans le magazine. J'ai dû le reposter sur Facebook, sur LinkedIn, sur Insta. Vous pouvez demander à Ibrahim, j'ai mis des heures. J'ai mis des heures, quoi. Le temps d'écrire ton contenu. Tu veux écrire un truc sympa, t'écris pas le même contenu Ça pour prend toutes du les temps, hein. plateformes. Ça prend du temps. LinkedIn, c'est très professionnel. C'est en anglais aussi, un petit peu plus au niveau du réseau. Insta, c'est beaucoup plus visuel. Il faut avoir des trucs qui claquent avec des petits gifs que tu peux mettre en plus pour animer ton bazar. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que tu dois vraiment adapter. Et donc, je trouve vraiment que ceux qui prennent le temps de créer ces contenus-là, en fait, qui nous aident au quotidien, qui nous servent au quotidien, il faut aussi penser à eux et pouvoir effectivement monétiser. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, ce serait dommage que Twitter, effectivement, monétise de trop. Je pense que c'est normal qu'ils prennent une petite commission. Il va falloir voir effectivement cette commission-là, sinon ça n'aura plus d'intérêt de poster en fait sur Twitter, mais peut-être sur d'autres médias qui sont aussi existants. Okay. Donc, je trouve ça positif. Top. Je reviens, je fais une petite parenthèse parce que je reviens du côté Uber, parce que ça parle encore sur le chat d'Uber. Donc, il y a Baka 298 qui nous dit que c'est les plaques Uber qui se vendent 5 000 € okay. et pas le compte, pas les comptes. Ah, les comptes, voilà. ok. Ça c'est donc voilà, moi c'est une info que Baka 298 nous donne et il faut vérifier toujours ces infos, je le dis toujours. Et puis il y a Ezekiel 91 qui nous dit tous les taximans ne sont pas mauvais, c'est un noble métier. Ezekiel, on n'a jamais dit que les taximans étaient mauvais. Les taximans sont aussi victimes que les chauffeurs Uber, c'est ce qu'on dit et ça doit être très clair. Et donc on ne jette pas la pierre aux taximans, on essaie juste de discuter pour essayer de trouver une solution qui soit plus globale, que ce soit pour les taximans, pour les chauffeurs Uber, mais aussi pour les citoyens qui utilisent ces deux services-là. On n'a jamais pointé du doigt les taximans. Et donc voilà, moi par rapport à Twitter, je pense que voilà, ça peut être un business model. Moi je comprends pas, enfin je sais pas s'ils pourront concurrencer OnlyFans, mais ouais, ça sera peut-être pour certains gourous et peut-être des acteurs porno, j'en sais rien. Mais voilà, je pense pas que ça peut vraiment amener quelque chose de plus que ça. Par contre, c'est un truc aussi que Twitter a lancé, c'est Space. Si tu en as entendu parler. Ouais, alors Spaces, et j'aimerais bien discuter de ça avec vous, tiens, parce que moi, je trouve ça un petit peu perturbant qu'en fin de compte, on va se retrouver avec 5 médias sociaux qui font tous la même chose. Et les gars, ça s'appelle les Fleets sur Twitter. Depuis donc maintenant quelques mois, on a Fleets, donc les stories. Sur Twitter, on a des stories sur Facebook, des stories sur LinkedIn, des stories sur Insta. À un moment donné, je pense que chaque média a vraiment sa spécificité. Le fait que tu aies toutes les mêmes features dans tous les médias, en fin de compte, je vois pas l'utilité. Moi, je pense que pour Twitter, ça a du sens. De mettre Spaces. Ouais, je pense que t'imagines que tu arrives à avoir une partie de tes abonnés en vocal sur une en fait Spaces c'est quoi, c'est le Clubhouse. C'est le Clubhouse de Twitter. Mais donc c'est pour ça justement, tu vois, Clubhouse existe et c'est sorti juste après Clubhouse, donc en fin de compte, tu vois, c'est pour reprendre des parts de marché, tu vois, mais c'est clair, c'est pour répondre à Clubhouse, ça c'est clair et net, mais ça veut pas dire que ça va fonctionner. Mais moi je pense que pour Twitter, juste pour Twitter, ça a du sens, avoir tous tes followers dans une room et pouvoir discuter avec eux. Et voilà, et parce que s'ils te follow c'est pour une raison, et donc et pouvoir discuter avec eux d'un coup comme ça pendant 1 heure et pouvoir même avoir des interactions avec eux qui sont pas écrits et tu sais, moi je parle pas de moi, mais il y a des gens qui tweetent et il y a une infinité de réponses. Ouais, tout à fait, t'as des threads c'est juste ingérable voilà, et je pense que ça pourrait vraiment amener une solution. Je pense que ça pourrait être bien. Je pense que c'est pour le public Twitter, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Je suis pas très Twitter, donc je suis pas la meilleure personne effectivement pour peut-être commenter là-dessus. Moi, j'ai un peu du mal avec ces pensées un peu instantanées, tu vois. Je pense un truc, je le transmets. C'est vrai que je suis un peu moins dans cette spontanéité là au niveau de ma communication.
Maintenant, voilà, tu as aussi Instagram. J'ai vu qu'il y a updaté c'est Live Rooms. Donc avant, on pouvait être 2 personnes. Maintenant, on peut être 4 personnes. Donc là, c'est un peu différent. Tu as le contenu vidéo. Donc, c'est pas que de l'audio, c'est de la vidéo. Donc, tu as des personnes Facebook qui sont... aussi est occupé à faire un donc truc ouais, comme t'as ça. Facebook qui va le faire Ouais. aussi. Donc tu vois, de nouveau, en fait, tu vas te retrouver à faire la même chose sur les différentes plateformes. Bon, Insta, c'est plus vidéo de nouveau. Tu as des gens qui sont moins confortables avec la vidéo et donc comme il faut s'apprêter, il faut se faire belle et qu'on n'a pas tous des deepfakes, on ne pourra pas tous effectivement rapidement changer de visage pour que ça passe bien. Mais voilà, c'est vrai que même si je comprends que Clubhouse est accessible que sur invitation, c'est accessible que sur iPhone, enfin que sur iOS, donc c'est normal que Twitter puisse se dire voilà, nous on est accessible pour tout le monde, c'est pas sur invitation, et donc tu réponds à certaines frustrations de personnes en fait qui n'ont pas accès à Clubhouse. Donc ça reste ingénieux, je veux dire au niveau startup, au niveau scalabilité d'une startup, je trouve ça top pour leur plan, leur vision à long terme, leur expansion. Je trouve ça vraiment très ingénieux. Maintenant, je pense à moi en tant qu'utilisatrice lambda. Je pense pas au niveau startup ni au niveau plus business, mais au niveau plus moi utilisatrice. Voilà, je me retrouve un peu perdue effectivement, et j'aime bien quand chaque médium a vraiment une utilité précise, quoi. Donc Twitter, c'était des petits tweets. Insta, c'est les photos, vidéos. Facebook, je sais pas, c'est Facebook actuellement, mais voilà. YouTube, vraiment vidéo. Donc ouais, aujourd'hui, le fait que tu puisses tout faire sur toutes les plateformes, je trouve que ça perd un peu justement de sa particularité. Ok, top. Écoute, on va encore parler d'une dernière fonctionnalité par rapport à tout ce qui est censure sur Twitter. Ouais, tout à fait. Qui s'appelle écoute, ça s'appelle, je sais plus, je crois que c'est Content Privacy. Exactement. Et donc Content Privacy, c'est un update en fait qui fait que par défaut, en tout cas moi je l'ai eu par défaut. Je sais pas, demande un petit peu à ceux qui sont sur le chat parce que je sais pas si c'est par défaut sur iOS. Twitter, sur le chat, vous avez Twitter, vous êtes Twitter, vous communiquez sur Twitter, vous tweetez pas, vous publiez des trucs, vous tweetez ou pas? Ça tweetote pas. Dites-nous quoi, mais en tout cas, il y a une fonction qui censure pour vous. Qui censure pour vous les tweets un peu sensibles, qui marchent pas très bien, parce que toi elle a censuré des tweets d'hommes politiques, on va pas sauter le nom. On va pas citer les noms, mais moi effectivement ça a censuré, donc effectivement si c'est juste basé sur des mots, je pense que c'est basé sur les mots, c'est comme tu te rappelles les comptes qui ont été supprimés ou les tweets qui sont supprimés, c'est basé sur des mots en fait, c'est vraiment un algorithme qui check ce que tu postes, et donc si maintenant tu utilises des mots comme par exemple homme, noir, blanc, avec des, enfin tu sais le mot discrimination ou des choses, en fin de compte si ces mots là sont flagués par Twitter, ton tweet est supprimé. Il y avait un truc avec des jeux d'échecs, avec un compte de jeux d'échecs, parce qu'il y avait noir contre blanc et je te bats, je tue. Enfin ouais. L'algo a dû être perdu ce jour-là. Il était perdu. Il savait pas comment il s'appelait, le pauvre. C'est fou. Mais donc là les gars, il faut juste aller dans les settings. Il faut donc décocher cette case en fait, Content Privacy. Donc vous aurez accès effectivement à tout le contenu un peu plus sensible. Tant qu'on y est. Alors que tu donnes les bonnes astuces, les gars, je vais vous donner une bonne astuce Insta, ok? Regardez-moi bien, ok? Regardez-moi bien, je vais vous donner une astuce. Vous êtes tous spammés par les messages groupés là, avec des liens trop bizarres sur Insta. On est d'accord ou pas? On est tous d'accord. On est tous d'accord. Vous savez, et je donne ça qu'à vous les gars, vous savez comment faire en sorte de plus recevoir ces messages-là. C'est dans vos settings de messages, vous allez dessus, et vous sélectionnez l'option qu'il n'y a que les personnes que vous followez qui peuvent vous rajouter dans les groupes. Moi, j'ai l'option, ça a fonctionné. Précise que c'est pour Android. Hein. Non, je pense pas que c'est pour Android. Non, mais sur iPhone, c'est pas la même chose. Je pense que c'est sur ton compte que c'est pas la même chose. Je pense vraiment. Je sais que je suis spéciale. Les gars, vous avez des iPhones, pas de le gain, vous avez des iPhones, faites ça tout de suite et prouvez-lui que ça fonctionne. Donc il y a une option quand vous allez dans les settings, vous avez privacy je crois, et privacy, direct messages, et normalement là-dedans vous devriez avoir effectivement les settings de vos messages privés. Et là, ça va vraiment vous permettre de plus recevoir ce genre de messages. Moi, je l'ai fait la semaine passée, ça a changé ma vie. En même temps, non mais je te jure, mais attends, mais ils me spammaient ces trucs, laisse tomber. Toutes les 2 heures, moi j'en ai effectivement, c'est des demandes, mais que je vous dis, moi c'était pas accessible depuis mon mobile, et donc voilà, il faut que je check via mon PC, si sur le PC c'est accessible, mais en tout cas sur iPhone, sur iOS, c'est pas du tout pareil que sur Android. Sur Android, c'est beaucoup plus direct, je vais dire, c'est tac tac tac, 3 clics et on y est.
sur iPhone font un peu plus chipoter, quoi. Ok, je vais faire un petit tour au chat. Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont Twitter. Par contre, il y a Paki1678 qui nous dit moi, je regarde que les clashs sur Twitter. Les gens ont beaucoup d'inspi sur Twitter. Et ça le fait rire. Et il y a aussi Molem Sister qui nous dit que Twitter n'a pas bonne réputation avec le Covid. La haine a pris trop de place. Et donc... Voilà. Donc, ils sont pas très Twitter, nos viewers sur Twitch. Petite info sur Twitter, et puis après on passe à autre chose. Je peux ou il n'y a pas le time? Vas-y, dis-moi. Donc j'avais lu que quand ils ont supprimé donc, le compte de Trump, qui était quand même le compte le plus suivi de manière internationale, ils pensaient avoir une chute d'utilisateurs à mort, et en fin de compte, ils n'ont jamais eu autant de nouveaux utilisateurs depuis le mois de janvier. Donc le mois de janvier 2021, ça a été un mois record en fait pour l'acquisition de nouveaux utilisateurs, malgré le départ de Trump en fait. C'est peut-être Trump qui bloquait les utilisateurs. C'est peut-être Trump qui le bloquait. Voilà, effectivement. Maintenant, t'as plein de Nord-Coréens en fait qui peuvent avoir accès à Twitter qu'ils n'avaient pas avant, ou qui sait. Ok, guys, on va passer à des petites news rapides parce qu'on parle de trop, on prend trop de temps et on va passer à des petites news rapides. Elles sont où les news rapides? Voilà, ici. Donc, on va vous parler. Moi je sais. Ouais, ça me fait rire parce que ça arrive au plus grand. Donc une des compagnies la plus riche de la planète, qui est une des plus puissantes aussi, on va parler d'Amazon. Et on va parler plus spécifiquement du logo d'Amazon. Voilà, le logo de son application qu'ils ont dû changer en urgence parce qu'ils ont reçu ils avaient eu un nouveau logo et donc ils ont reçu beaucoup de plaintes. Pat Le Guen, affiche-nous le logo. Parce que donc le nouveau logo. Bah non, c'est l'inverse. Mais c'est pas grave, c'est le old, c'est marqué en dessous. Si vous regardez, donc vous avez le nouveau logo, c'est le new là, et le old, il est là-bas. Donc avec le ça me fait trop rire. Avec le sparadrap coupé. Ouais. En fait, ils ont reçu des plaintes parce que beaucoup d'utilisateurs trouvaient que c'était la bouche d'Hitler qui souriait. Et donc la moustache d'Hitler, ça faisait un peu la moustache d'Hitler. Et le sourire, et il disait ouais, ça fait genre c'est Hitler qui sourit. Et donc Amazon a changé. C'est la petite histoire qui me fait rire, tu vois. C'est incroyable. Et donc voilà. Donc ça c'est la petite info qui nous a fait marrer. Il y a aussi Microsoft qui a fait plein de nouvelles annonces, Microsoft, Microsoft qui a fait plein de nouvelles annonces parce que ils ont lancé leur conférence annuelle Init. Et j'adore ton accent, c'est magique. Vas-y. Non, on arrête tout de suite, couper, on arrête, c'est fini. Donc Microsoft qui nous annonce que il y a des baffes d'abord. Il y a les baffes Microsoft. Quel genre de baffes? Ils sont pas mal. Ils sont pas mal ceux qui nous ont mis et qui nous ont concocté. Pat Le Guen, tu peux mettre l'image des baffes. Donc c'est des baffes qu'ils ont appelées Microsoft Teams Intelligent Speakers. Non, c'est pas ça. Ça c'est pas les baffes. Ça c'est pas les baffes. J'avais envoyé une image de baffes, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas super intéressant. Et donc. Les baffes, ce qu'ils font, c'est les baffes que tu places dans une salle de réunion et ils peuvent reconnaître jusqu'à 10 personnes différentes. Donc je vous explique. En gros, les baffles enregistrent la voix, donc les voix qui se trouvent dans la salle de réunion, reconnaissent les personnes, retranscrivent donc tout ce qui est dit à la salle de réunion, ok ? Traduisent. Et cerise et pompon sur le gâteau, si tu as une réunion avec des Chinois ou avec des Thaïlandais ou avec des Mexicains à travers le monde, eux, ils te parlent leur langue d'origine et les baffes te traduisent directement en temps réel, en français, en anglais ou en riff. Ça fait un peu peur parce que si c'est comme Google Translate au démarrage de Google Translate, rappelez-vous l'utilisation de Google Translate, il y avait quand même pas mal de fautes. Donc mais en fin de compte, c'est un truc de... c'est chaud.
Attends, mais ouais. Attends, mais ça C'est va chaud. être. Moi, je pense que ça va être amélioré. Tu vois, il y aura Bah des oui, fautes, il y aura des d'office, petits bugs. c'est Mais attends, du ils ont déjà. text-to-speech, donc d'office que la technologie va s'améliorer au Exactement, fur mais et à ils mesure. ont déjà une bonne mais- base. Fais attention parce qu'ils ont déjà une bonne base. Google Translate. Ouais, mais pas de Google Translate, c'est Microsoft, donc de Microsoft Translate, je suppose. Mais je sais plus. Mais ils ont déjà une bonne, ils ont déjà une bonne base. Et franchement, ils pourraient rendre accessible beaucoup de choses à beaucoup de petites startups que je connais. Et donc, c'est une superbe innovation ils ont pas encore. Ah ouais, ils ont pas dit quand ça sortait. Non, c'est pas encore sorti officiellement. Et ils ont surtout, ils ont pas parlé du prix. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc, à mon avis, il faudra s'attendre à des trucs. Voilà. Mais bon, si vous êtes Apple, c'est pas cher. Désolé pour les gars d'Apple. Pour les victimes. Et ils nous ont parlé aussi de Microsoft Mesh. C'est un truc génial. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est Microsoft ça. Mesh. Fais le move avec, il faut faire le move là. Les petits moves, c'est le move. Ok. Move Mesh. Tu nous envoies la vidéo en même temps que Leïla nous Je vous explique explique un un petit peu. peu. Ouais. Ah, les baffes. Ah, les baffes, ils étaient là. Tu vois. Donc vas-y, explique-nous un petit peu c'est quoi. Alors Microsoft Mesh, en fait, c'est le casque que vous voyez sur la tête de la personne. Donc c'est peut-être pas les bonnes images. Voilà, le casque là, en fait, c'est un casque de réalité mixte. En fait, donc la réalité mixte, c'est un mélange entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc réalité augmentée, les gars, c'est comme Pokémon Go. Quand vous prenez votre téléphone et qu'il y a des éléments un peu comme ça qui s'affichent, des Pokémon dans la rue, c'est tout ce qui est augmenté. Et réalité virtuelle, c'est vous mettez un casque et vous êtes vraiment transporté au fin fond des abysses, par exemple. Exactement. Tu vois. Donc voilà, la réalité augmentée, vous avez le fond qui est le réel. Ouais. Et il y a des éléments qui sont ajoutés sur Tout le à réel. fait. Et la réalité virtuelle, c'est vraiment tout qui est virtuel, quoi. changé. Ouais. Et donc là, c'est un casque donc, qui mélange les deux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on pourra maintenant, grâce à ce casque, être transporté en fait dans d'autres localisations, dans d'autres endroits, de manière virtuelle, et pouvoir donc collaborer en fait avec différents membres de votre équipe. C'est un petit peu le futur de Teams, en fait, de Microsoft Teams. C'est pour vraiment pouvoir augmenter les collaborations. Donc imagine que tu bosses, t'es mécanicien, tu bosses sur une voiture et tu dois démonter une voiture. Et ben en fin de compte, avec tous tes potes de la classe ou tous tes collègues, tu pourras donc être transporté dans un tu mets le casque, tu seras dans un environnement virtuel, transporté avec tous tes collègues, tu auras vraiment la voiture en hologramme en fait, et tu pourras donc démonter les pièces de la voiture, etc. Enfin, c'est un truc de folie furieuse, je trouve ça génial. C'est pas encore sorti. Tu auras des avatars au début parce qu'ils sont pas encore capables de pouvoir justement avoir toutes les images des gens. Donc par exemple, voilà, moi physiquement, ils pourront pas encore me retranscrire virtuellement. Et donc au départ, ce sera des avatars. Donc j'aurai mon avatar perso qui pourra être donc envoyé dans cet environnement virtuel avec qui donc je vais rejoindre là où je rejoindrai donc des collègues, des potes, etc., etc. Donc c'est vraiment un truc génial. Et je trouve que c'est vraiment de nouveau on est dans le futur, quoi. Exactement. Et en temps de Covid, là, on peut pas se toucher. C'est trop la solution. Mais blague à part, t'imagines. Mais blague à part, t'imagines, tu allies ça avec les technologies de Boston Dynamics, tu vois, les robots ou qui avec dansent Sophia là, à l'Android, et que tu as vraiment un clone comme ça qui se lève à côté de toi et que c'est ton collègue et que c'est un robot. Et donc, On a un peu trop loin là. Quand même. Ouais, mais t'imagines. Attends, je rappelle quand même que tout ça, c'est juste une vision de Microsoft. C'est vers où ils vont. Ils y sont pas encore. Hein, ils sont en train de développer tout ça. C'est vers où ils vont. Et donc, ça reste quand même une vision intéressante de à quoi on peut s'attendre dans quelques années ou dizaines d'années. J'en sais rien en fait. Mais ils sont en train d'aller vers cette direction-là. Et ça, c'est très encourageant pour la suite. Faudra voir si ça marche, hein, parce que ça fait un peu rappeler aussi les lunettes de Google qui étaient sorties aussi, les lunettes qui n'ont pas du tout marché. Donc faudra voir effectivement aussi, est-ce que c'est plus une utilisation plus au niveau, business, ou est-ce que ça va être les gens, les personnes lambda aussi, les citoyens lambda qui vont l'utiliser aussi, parce qu'il y a beaucoup en tout cas il y a beaucoup de gamers qui utilisent cette technologie-là. Enfin, cette technologie de tout ce qui est VR et AR, c'est beaucoup les gamers. Ça reste quand même niche, hein. C'est les gamers pour moi. Ça reste niche. C'est pas effectivement tout le monde qui utilise la VR, quoi. On a vu que Sony aussi lançait
leurs lunettes. Les casques donc PSVR2, donc ce sont des Pour les casques de PS5, réalité pour les dernières virtuelle pour les générations. dernières générations de PlayStation. Exact. Donc la réalité virtuelle n'est pas morte en fait. Loin de c'est là. pas la télé 3D quoi, ça continue. Et donc non c'est cool, on est super content. Donc c'est cool et voilà, on espère on pourra voir tout ça. Et puis comme dernière news, il y a une loi sur la attendez, que je dise pas de bêtises, hein, que je reprends mes sources. Je vais reprendre mes sources parce que sinon je suis hop, voilà. Donc voilà. Donc en France, il y a une loi anti-gaspillage qui oblige les constructeurs de téléphones, d'ordinateurs et tout ça de publier des notes sur la réparabilité de leur appareil. Et donc Apple a dû le faire. Et donc voilà, on a les notes. Et les notes, ça varie énormément. Ça va de 2 à 7. En fait. Ok. Et donc, c'est que pour Apple ou tu as des notes aussi d'autres fournisseurs moi j'excelle d'Apple parce que pour moi c'est irréparable Apple. À part que peut-être c'est réparable mais au prix d'un vrai téléphone, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui me. Et ça, je crois que ça éveille la curiosité de beaucoup de journalistes parce que j'ai trouvé que des articles sur ça. Et donc, oui, il y a des trucs qui sont vraiment pas super réparables comme l'iPhone XR. Et XR c'est 4,5 sur 10, donc c'est pas super top. Pas top hein. Non, c'est pas super top et je pense que la meilleure note, si je dis pas de bêtises, je la reprends là, c'est 6.7, c'est l'iPhone 7 qu'il a, c'est en termes d'iPhone, hein, c'est 6.7 sur 10. Ok. C'est pas exceptionnel non plus. Hein. C'est pas exceptionnel non plus. Donc ça reste quand même des appareils qui il faut faire attention, sinon c'est pas très réparable. Et ce qui est réparable, c'est hors de prix, j'ai l'impression. Après j'ai eu une fois dans ma life un iPhone parce que j'étais obligé, parce que le travail m'a obligé. Oh, t'étais obligé. Mais tu vois comment je me justifie. Et c'était pour s'inscrire sur Clubhouse. Et donc voilà, ouais exactement, c'est pas mon iPhone. Mais voilà, ils ont sorti ça et donc franchement, je m'attendais à pire comme notation. Ça va, ils s'en sortent. Mais je te jure. Je m'attendais à pire. Ils sont quand même tellement répandus qu'ils peuvent pas non plus avoir une cote hyper écoute, basse, moi je croyais que c'était presque irréparable les iPhones, tu vois, parce que et en fait je pense que les gens, une fois que c'est un peu abîmé, ils achètent un neuf parce que la réparation c'est le même prix, ça coûte assez cher. Et tu vois, pour 100 €, voilà, c'est ça. Tu dois changer ton écran directement, t'en as pour 200 €, je sais pas si ces cotations ils prennent ça en compte, en fait, le budget réparation. Ouais, je sais pas. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir avoir certaines informations par rapport justement aux différents critères. Moi, ça me fait penser, vous voyez ces notes qu'il y a sur les aliments là qu'on est obligé de A à E, voir si c'est bon, si c'est un aliment super bon, c'est A, si c'est dégueulasse, c'est E. Ça me fait penser à ça, mais un peu pour la tech du coup, voir si c'est réparable ou pas. Mais donc, est-ce qu'on aura sur les paquets d'iPhone 5,7 sur 10. Oh non, ce n'est pas assez nutritionnellement positif pour moi, je le laisse de côté. À voir. En tout cas, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Mais je trouve ça positif, je trouve ça cool. C'est juste qu'il faudrait pouvoir l'afficher, le rendre accessible, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant de cette note. Et j'aimerais bien pouvoir voir chez Samsung justement un petit peu quelle est la note de Samsung, parce qu'on en a un ici qui parle toujours d'Apple, ça je suis pas Samsung, hein, je suis juste Android. Je suis juste pas Apple. Ça peut être d'autres marques, hein, mais je suis juste environnement beaucoup plus ouvert que ce qui existe en iOS. Voilà, c'est juste ça. Et donc pour ordinateur, je suis très PC parce que c'est plus ouvert et moi j'aime pas qu'on me menote, tu vois, et donc je préfère ma liberté et gambader. J'ai pas chanté libéré délivré aujourd'hui. Je fais un dernier tour sur le chat avant qu'on se quitte parce que là il se fait vraiment tard. J'ai beaucoup de commentaires par rapport aux options. Déjà, pas de login, ça marche l'option ou pas? L'option désactivée Instagram, vous avez même pas ça marche, donc on a pas de login qui nous dit que ça marche. C'est iPhone que tu as? Ouais, ça marche. Voilà, il n'y a que toi la loseuse qui l'a pas. Ça marche. Bon, et ici... je m'en vais de suite de ce pas. Attends, tous les messages directs. Tout à l'heure, voilà, pas ici, de plugin, c'est ça, j'ai un Diana Riss qui dit j'ai l'option mais ça ne fonctionne pas, donc voilà, il rejoint ta team. Tu l'as pas respecté, Diana Riss. Merci Diana Riss. Dédicace à Game of Thrones. Et voilà. Et donc attends, mais à Diana Riss t'as quand même encore les groupes, mais il faut les déliter, les suivants ils vont plus arriver.
Donc ceux que tu as maintenant, on ne sait plus rien faire. Mais les suivants, ils vont plus arriver, tu vois. Molum Sister qui nous dit que l'iPhone, ça marche chez elle. Donc paramètres, confidentialité, messages autorisés, à vous ajouter des groupes. C'est ça qu'il faut mettre. Oh, mais c'est tous les groupes que vous enlevez alors du coup les gars, c'est pas que ceux qui vous suivent pas, c'est tous les groupes. C'est ça le problème. Non. C'est en gros, c'est le truc, c'est les personnes que tu suis pas ne pourront pas te créer un groupe pour te rajouter. Donc, je vais re-regarder, je vais me taire et voilà. re-regarder. Voilà, c'est bon. Donc voilà, ça compris le fonctionne. message. Et les gars, c'est moi qui vous ai donné cette info, c'est le Geek Talk. Vous repartez moins et je vous sauve des vies. Donc voilà, il y a ça, et donc il y a énormément de rire par rapport à Amazon, bien sûr. Ça fait marrer tout le monde, et je fais vite un tour. Voilà. Voilà, ok les gars, j'ai fait le tour, surtout empreinte écologique. Amira Klepto qui nous dit que surtout l'empreinte écologique qui devrait indiquer sur les boîtes. Je suis totalement d'accord avec toi, parce que voilà, on est tous un peu écolo, parce qu'on pense tous à nos concitoyens, et donc par contre il y a des téléphones qui sont je crois que ça s'appelle Fair, la marque de téléphone des Pays-Bas, qui est totalement recyclée, qui s'achète par pièce. Donc à la limite, si ta caméra ne fonctionne plus, tu peux changer juste la caméra, tu vois, c'est démontable. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, on a fait le tour. Est-ce que tu as encore un truc à nous dire, une news, un quoi, à part aller acheter Femme Actuelle d'aujourd'hui? Alors, Femme Actuelle, Femme et d'aujourd'hui, tu viens de mélanger deux magazines différents en un. Donc, non, le Femme d'Actuelle d'aujourd'hui. Non, c'est Femme d'aujourd'hui, le petit magazine déjà. C'est vrai? Ouais. Le Femme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, bis. Ok, aujourd'hui au carré. Okay. Non, écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour des news. Donc, merci pour l'invitation. C'était cool de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci. Merci à toi, toi pour ton temps. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, Inch'Allah, si tout va bien. Et si les Pat Le Guen sont en forme, parce qu'ils ont l'air désespérés pour une fois qu'ils travaillent leur life. Les patoches. Franchement, cool, j'aimerais pas être à votre place, vraiment. Les gars, je sais pas si tu mais je ne le suis plus. J'ai pris la bonne décision, les gars, prenez la bonne décision. Ah, t'as trouvé c'est quoi? Pat Le Guen. Les gars, googlez Pat Le Guen. Bon les gars, un tout grand merci. On se revoit jeudi prochain et on vous dit bye bye. Bye.